Le nouveau parfum de ma femme s'appelle Secret, et il est aussi subtil qu'un coup de poing dans la figure. Je suis assis dans notre cuisine à 7h30 un mardi matin, regardant Marissa appliquer une autre couche de rouge à lèvres qu'elle n'a définitivement pas mis pour moi. Elle vérifie son téléphone toutes les 30 secondes, souriant à des messages que je n'ai pas le droit de voir. Le café a un goût de trahison, mais c'est peut-être juste mon imagination qui s'emballe encore une fois. Je travaille tard ce soir, annonce-t-elle sans lever les yeux. Dîner avec un client? Quel client, je demande, parce que je suis un masochiste qui aime regarder sa femme me mentir en face. Le comte Morrison. Tu ne les connaîtrais pas, je connais tous les clients de Henderson & Associates. Cela fait 8 ans que j'écris du texte publicitaire pour cette agence, 3 ans de plus que Marissa n'a gravi leurs échelons avec ses ongles manucurés et ses événements de réseautage stratégique. Morrison Industries nous a lâchés il y a 6 mois. Amuse-toi bien, je dis, car que peut-on dire d'autre quand son mariage est devenu un numéro de performance? Elle m'embrasse la joue, laissant une marque rouge que j'effacerai plus tard, et sort en claquant la porte dans des talons qui coûtent plus cher que ma mensualité de voiture. Par la fenêtre, je la regarde vérifier son reflet dans le rétroviseur de la voiture une dernière fois avant de partir vivre le mensonge qui est le sien aujourd'hui. Mon nom est Nat Lawson. J'ai 43 ans. J'écris des textes publicitaires qui convainquent les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et ma femme a une liaison avec un entraîneur personnel nommé Cal White, qui publie des selfies torse nu sur Instagram comme s'il passait une audition pour une publicité de poudre protéinée. Je connais Cal parce que Marissa a laissé son ordinateur portable ouvert la semaine dernière. Je connais leurs séances du mardi et du jeudi parce que j'ai trouvé le reçu de l'abonnement à la salle de sport dans son sac à main. Je sais qu'elle lui dit que je suis ennuyeux et prévisible parce que j'ai lu leur message texte pendant qu'elle était sous la douche, chantant faux comme elle le faisait quand nous étions heureux. Ce que je ne sais pas, c'est ce que je vais faire. Ray Martinez, mon seul véritable ami à l'agence, s'appuie contre la paroi de mon cubicule, tenant 2 tasses de café qui sentent infiniment meilleur que le jus de chaussettes que j'ai fait à la maison. Tu as l'air de quelqu'un à qui on a volé son chien pour le vendre en pièces détachées, dit-il en me tendant le bon café. Marissa travaille encore tard. Les sourcils de Ray se hissent vers sa calvitie naissante. C'est notre informaticien, ce qui signifie qu'il connaît les secrets de tout le monde et les garde enfermés derrière des commentaires sarcastiques et des regards complices. Le comte Morrison, demande-t-il. Tu as entendu? Frère Morrison n'est plus notre client depuis le printemps. Mais bon, peut-être qu'elle s'efforce de les récupérer grâce au pouvoir de la pensée positive et à tout le reste qu'elle fait à ses événements de réseautage. Les événements de réseautage, n'est-ce pas? Marissa a rejoint quelque chose appelé le « cercle ouvert » il y a 6 mois. Un groupe de femmes professionnelles se soutenant mutuellement dans leur carrière et leur développement personnel. Elles se rencontrent 2 fois par semaine dans des lieux différents. Toujours des endroits chics. Toujours des endroits où je ne suis pas invité. Tu as déjà entendu parler du cercle ouvert, je demande à Ray. Il s'étouffe presque avec son café. Le quoi, là? Le groupe professionnel de Marissa. Des femmes qui s'autonomisent entre elles ou des conneries du genre. Ray pose son café et me lance un regard que je ne parviens pas à déchiffrer. Nat, mon pote, je crois qu'il faut qu'on ait une conversation. Mais pas ici. 3 heures plus tard, nous sommes assis dans Murphy's Tavern, un bar miteux qui sert de la bière honnête et se mêle de ses affaires. Ray est resté silencieux depuis que nous avons quitté le bureau, ce qui est inhabituel pour quelqu'un qui a normalement une opinion sur tout, de la politique de bureau à la météo. Le cercle ouvert, dit-il enfin, n'est pas exactement ce que ta femme t'a dit. Explique. Mon ex-femme Jennifer en faisait partie avant de devenir mon ex-femme, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Je n'aime pas où ça mène. Ce n'est pas un groupe professionnel, Nat. C'est plus comme. Il s'interrompt, choisissant ses mots avec soin. C'est comme un club pour femmes mariées qui veulent explorer leurs options sans techniquement divorcer. La bière a soudain un goût de sûr. Des options. Elles appellent ça des « passe-droits ». Une nuit, pas de questions, pas de conséquences. Sauf qu'il y a toujours des conséquences. Et ce n'est jamais juste une nuit. Je pense aux nouveaux vêtements de Marie. Ça, à son abonnement à la salle de sport, à son intérêt soudain pour le yoga et le développement personnel, à son téléphone toujours verrouillé, toujours face contre terre, toujours juste hors de portée. Comment sais-tu tout ça? Parce que Jennifer me l'a dit juste avant de me dire qu'elle me quittait pour son professeur de yoga. Apparemment,
le cercle ouvert lui a appris qu'elle méritait mieux qu'un informaticien ennuyeux qu'il aimait vraiment. Nous buvons en silence pendant un moment. Le bar se remplit de la foule habituelle d'employés de bureau noyant leur déception quotidienne dans l'alcool et la friture. Je les regarde et je me demande combien rentrent chez eux pour des mensonges. Combien vivent même des mensonges? Il y a autre chose, dirait. Les maris ont leur propre groupe. Informel, mais ils se rencontrent parfois, comparent leurs notes, partagent leurs histoires de guerre. Ce n'est pas joli, Nat. Tu veux dire qu'il y a d'autres gars comme moi? Des gars qui ont découvert que leur femme traitait le mariage comme un travail à temps partiel? Oui, il y en a d'autres. Je finis ma bière et fais signe pour une autre. Je veux les rencontrer. Ray secoue la tête. Non, tu ne veux pas, fais-moi confiance. Oui, je veux. Parce que j'en ai marre d'être le seul à ne pas savoir à quel jeu nous jouons. Cette nuit-là, je suis assis dans mon salon, faisant semblant de regarder la télévision quand Marissa rentre à la maison. Elle vient de se doucher. Ses cheveux sont encore humides et elle sent le savon d'hôtel au lieu de son parfum habituel. Comment s'est passé le dîner avec le client, je demande sans détourner les yeux de l'écran. Productif? On pourrait les récupérer. C'est une bonne menteuse. Je dois lui accorder ça. Si je ne savais pas, je croirais la sincérité dans sa voix, la façon dont elle retire ses talons et s'étire comme si elle était réellement fatiguée d'une longue journée de travail légitime. C'est super, chérie. Vraiment super. Elle me regarde alors, et un instant, je vois quelque chose traverser son visage. De la culpabilité, peut-être, ou la reconnaissance que nous faisons tous les deux semblant plus que d'habitude. Je vais prendre un bain, dit-elle. Longue journée. Pendant qu'elle est à l'étage, faisant couler l'eau et probablement envoyant des SMS à Cal sur le bon déroulement de leur dîner avec le client, je suis dans son sac à main, cherchant des preuves que je ne veux pas vraiment trouver. Des reçus de cartes de crédit de restaurants où nous ne sommes jamais allés. Une carte clé d'hôtel du Marriott du centre-ville, glissée dans la poche latérale comme une lettre d'amour venue de l'enfer. Une note manuscrite sur du papier cher. Une nuit avec Cal, et je suis à nouveau à toi. Promis. M, la note est de l'écriture de Marissa. Elle est datée d'aujourd'hui. Je suis assis dans ma cuisine, tenant ce morceau de papier qui représente la fin de mon mariage et quelque chose d'étrange se produit. Je commence à rire. Pas le rire amer d'un homme brisé, mais l'amusement sincère de quelqu'un qui vient de comprendre le clou d'une blague qui se préparait depuis des mois. Marissa pense qu'elle est maligne. Elle pense avoir trouvé une faille dans nos vœux de mariage. Une façon d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle pense que je suis le même mari ennuyeux et prévisible qui ne comprendra jamais ce qu'elle fait réellement à ces événements de réseautage. Elle est sur le point d'apprendre à quel point elle se trompe. Quand elle descend en peignoir, la peau rose de l'eau chaude et des mensonges, je l'attends, la note à la main et un sourire qu'elle n'a jamais vu auparavant. Marissa, je dis, il faut qu'on parle de ton passe-droit. La couleur se retire de son visage comme si on avait tiré la prise. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Bien sûr que si. Le cercle ouvert, Cal, la carte clé d'hôtel dans ton sac à main, le comte Morrison qui nous a lâchés il y a 6 mois. Elle s'assied lourdement sur la chaise en face de moi. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai toute son attention. Nat, je peux expliquer. Pas besoin. Je comprends parfaitement. Tu veux un passe-droit pour coucher avec ton entraîneur personnel, et tu veux que je fasse comme si ça n'était jamais arrivé. Tu veux garder notre maison, notre compte bancaire commun et notre mariage pendant que tu explores tes options avec le capitaine Shaq protéiné. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, Marissa? Aide-moi à comprendre. Elle pleure maintenant, mais ce ne sont pas des larmes de remords. Ce sont des larmes de frustration que sa tromperie parfaitement orchestrée ait été découverte par son mari ennuyeux et prévisible. Les autres femmes, elles ont dit que leur mari comprenait que ça renforçait leur mariage. Les autres femmes ont menti. Je me lève et me dirige vers le comptoir de la cuisine où j'ai laissé mes clés de voiture. Marissa me regarde avec une alarme croissante. Où vas-tu? Te donner exactement ce que tu veux, je dis. Je vais te conduire moi-même à l'appartement de Cal. Pour m'assurer que tu es ta nuit unique. Sans poser de questions. Nat, tu ne comprends pas, oh, mais si. Tu veux jouer avec notre mariage? Très bien, jouons. Je saisis son manteau dans le placard et le lui tends. Habille-toi. Cal t'attend, n'est-ce pas?
Elle me regarde comme si j'avais perdu la tête. Peut-être. Ou peut-être que je l'ai enfin retrouvé. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. C'est toi qui as écrit la note. C'est toi qui as fait le plan. C'est toi qui as acheté le passe-droit. Il est temps de l'utiliser. 20 minutes plus tard, je suis devant l'immeuble de Cal White, regardant ma femme traverser les portes du hall. Elle continue de me regarder à travers la vitre, la confusion et la peur inscrites sur son visage comme un néon. Je lui fais signe de la main et souris. Elle ne m'avait jamais vu sourire comme ça auparavant. C'était son premier indice que tout avait changé. Cal White vit dans l'un de ces immeubles d'appartements modernes qui en font trop pour paraître chers. Tout en verre, en acier et en faux marbre. Le genre d'endroit qui attire les gens qui se soucient plus des apparences que de la substance. Parfait pour un entraîneur personnel qui pense que les abdos sont un trait de personnalité. Je ne pars pas tout de suite. Au lieu de cela, je me gare de l'autre côté de la rue et j'appellerai. Il est 22h30. Il répond. Ça a intérêt à être important. Marissa est à l'étage avec Cal en ce moment. Je l'ai conduite ici moi-même. Silence de l'autre côté. Puis, Jésus-Christ, Nat, qu'est-ce que tu fais? Je joue le jeu selon ses règles. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur ce cercle ouvert. Tu as dit qu'il y avait d'autres maris. Oui, mais je veux les rencontrer ce soir. Ray soupire si fort que je l'entends à travers le téléphone. Il y a un gars nommé Todd Peterson. Sa femme Emma est dans le cercle. Et Eric Kowalski, marié à Lisa. Il gère cette situation depuis un moment. Où puis-je les trouver? Probablement chez Flanigan. C'est là qu'ils vont boire et se plaindre de leur vie. Mais Nat, ces gars-là ne sont pas exactement des modèles de mécanismes d'adaptation sains. Moi non plus, apparemment. Envoie-moi l'adresse par SMS. Flanigan est le genre de bar où les hommes d'âge moyen vont s'apitoyer sur leur sort. Lumière tamisée, sport sur tous les écrans, et l'odeur persistante de la déception et des oignons frits. Je trouve Todd et Eric exactement là où Ray avait dit qu'ils seraient, penchés sur leur verre de whisky comme s'ils priaient les dieux de l'alcool pour obtenir des conseils. Todd Peterson ressemble à un comptable qui a renoncé à la vie. Cheveux clairsemés, ventre mou, portant un polo qui a connu des jours meilleurs. Eric Kowalski a l'apparence d'un homme qui était autrefois en forme, mais qui mène une bataille perdue d'avance contre la bière et la quarantaine. Tu dois être Nat, dit Todd quand j'approche de leur table. Ray a appelé avant. J'ai entendu dire que tu avais rejoint le club où personne ne veut être. Je m'assieds et commande un whisky. Depuis combien de temps savez-vous que nos femmes nous cocufient? Eric rit amèrement. Todd gère ça depuis 8 mois. Moi, j'approche des 1 an. Et vous l'acceptez simplement? Todd agite son verre comme s'il cherchait des réponses dans le liquide ambré. Quel choix avons-nous? Le divorce, c'est perdre la moitié de tout, payer une pension alimentaire, voir nos enfants un week-end sur 2. Comme ça, on garde nos maisons et notre dignité. La gardez-vous vraiment, votre dignité? Eric se penche en avant et je sens l'alcool sur son souffle. Tu penses que tu es meilleur que nous? Tu penses que conduire ta femme à l'appartement de son petit ami fait de toi une sorte de héros? Je pense que ça fait de moi quelqu'un qui en a marre qu'on lui mente. Eh bien, félicitations. Maintenant tu connais la vérité. Ta femme te trouve ennuyeux. Ton mariage est une blague. Et il y a tout un club de femmes qui en rit pendant qu'elles se tapent leurs entraîneurs personnels et leurs professeurs de yoga. Le whisky brûle en descendant, mais pas autant que les mots d'Eric. Parlez-moi du club, je dis. Todd et Eric échangent des regards. Il y a quelque chose qu'ils ne me disent pas, il ne s'agit pas seulement des aventures, dit enfin Todd. Le cercle ouvert. Elles organisent ces soirées, des événements huppés où les femmes amènent leurs invités. Et parfois, elles invitent les maris à regarder. Mon sang se glace. Regardez. Elles appellent ça la transparence. Pas de secret, pas de mensonge, juste une exploration honnête de la sexualité humaine. La voix d'Eric dégouline de sarcasme. Emma est allée à l'une d'elles le mois dernier. Est rentrée et m'a tout raconté. Chaque détail. Pourquoi ferait NTL ça? Le pouvoir, dit simplement Todd. Il s'agit de pouvoir. Elles veulent que nous sachions exactement ce que nous manquons. Exactement ce que nous ne sommes pas assez bons pour fournir. Je pense à Marissa à l'étage avec Cal,
lui racontant probablement son mari ennuyeux qui a été assez stupide pour la conduire à son appartement. Je pense à la note dans son sac à main, écrite comme si elle me faisait une faveur en limitant sa trahison à une seule nuit. Quand est la prochaine fête? Todd secoue la tête. Tu ne veux pas t'engager sur cette voie, Nat. Fais-moi confiance. Quand? Eric finit son verre et fait signe pour un autre. Ce samedi, un manoir à Riverside Heights. Lisa en parle toute la semaine. Je veux le voir. Non, tu ne veux pas, oui, je veux. Parce que j'en ai marre d'être le mari qui ne sait pas à quel jeu nous jouons. Todd sort son téléphone et me montre un message de sa femme. C'est une adresse à Riverside Heights, l'un des quartiers les plus chers de la ville, suivi de « Ne m'attends pas, exploration de nouveaux horizons ce soir ». C'est là qu'elle se rencontre ce samedi, dit Todd. Grande maison, beaucoup de pièces, très privées, le genre d'endroit où les gens riches vont faire des choses qu'ils ne veulent pas que leurs voisins sachent. Tu y es allé une fois. Emma a insisté pour que je vienne. A dit que ce serait bon pour notre relation. Le rire de Todd est creux. Il s'avère que regarder sa femme avec un autre homme n'est pas vraiment thérapeutique. Qui l'aurait cru? Eric acquiesce d'un air sombre. Lisa m'a traîné à une aussi. La pire nuit de ma vie, mais aussi la plus instructive. Tu apprends des choses sur ta femme que tu n'aurais jamais voulu savoir. Comme quoi? Comme à quel point elle aime t'humilier devant des étrangers. Comme à quel point elle peut être créative quand elle essaie de te blesser. Comme à quel point tes 20 ans de mariage comptent peu quand il y a un homme plus jeune avec de meilleurs abdos dans la pièce. Le whisky n'aide plus. Au contraire, il rend la situation plus surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer au lieu de vivre la mienne. Je vais à cette fête, j'annonce. Mauvaise idée, dit Todd. Terrible idée, Eric est d'accord. Peut-être, mais j'en ai marre d'être être le seul à ignorer ce qui se passe réellement dans mon propre mariage. Je finis mon verre et me lève pour partir. Todd me prend le bras. Si tu as vraiment l'intention de faire ça, ne pars pas seul et ne pars pas désarmé. Désarmé. Eric sort son téléphone et me montre une application d'enregistrement vidéo. Des preuves, frérot. Si tu dois regarder ton mariage mourir, autant le documenter pour la procédure de divorce. Je rentre à la maison par des rues vides, pensant à Marissa et Cal, à Todd et Eric, à la fête de ce samedi où ma femme m'humiliera probablement devant des inconnus pour le plaisir. Quand je rentre dans mon allée, toutes les lumières de la maison sont éteintes, sauf celle du Porsche que Marissa a laissé allumer avant d'aller explorer ses options. Je reste longtemps dans ma voiture, fixant la maison que nous avons achetée ensemble il y a 7 ans, quand nous croyions encore à l'éternité. Le prêt immobilier que nous partagions. Le jardin qu'elle avait planté. La cuisine où nous avions l'habitude de cuisiner ensemble et de parler de nos journées. Tout cela bâti sur des fondations apparemment plus fragiles que je ne l'avais imaginé. Mon téléphone vibre avec un message de Marissa. Je reste chez Cal ce soir. Ne m'attends pas. Je réponds, amuse-toi bien. À demain. Mais je ne l'attendrai pas demain. Je me préparerai pour samedi soir, quand je verrai enfin exactement ce que ma femme pense de notre mariage. Et elle verra exactement de quoi son mari ennuyeux et prévisible est capable quand il cessera de faire semblant d'être gentil. Marissa rentre à la maison vendredi matin pendant que je fais le café, essayant d'avoir l'air décontracté, comme si elle venait de faire son jogging matinal au lieu d'avoir passé la nuit à coucher avec son entraîneur personnel. Elle porte les mêmes vêtements que la veille. Son maquillage est estompé et elle a cet éclat de satisfaction qui m'était autrefois réservé. Bonjour, dit-elle comme si c'était normal. Comme si les épouses rentraient tous les jours du lit d'autres hommes et s'attendaient à ce que leur mari leur verse du café. Bonjour. Comment s'est passée ta nuit d'exploration personnelle? Elle s'arrête dans l'embrasure de la porte, étudiant mon visage pour y déceler des signes de colère ou de douleur. Elle n'en trouvera aucun. J'ai dépassé ces émotions pour quelque chose de plus froid et plus concentré. C'était instructif, dit-elle prudemment. Bien. L'éducation est importante. Tu as appris quelque chose d'intéressant? Nat, nous devrions probablement en parler. De quoi y a-t-il à parler? Tu voulais un sauf-conduit. Tu l'as utilisé. Et, exactement comme tu l'avais écrit dans ton petit mot. Elle s'assied en face de moi et je la vois essayer de comprendre à quel jeu je joue maintenant. Le problème, c'est que je ne joue plus son jeu. Je joue le mien. Tu es très compréhensif à ce sujet, dit-elle.
Je suis très honnête à ce sujet. Il y a une différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais glisser un morceau de papier sur la table. C'est un relevé de notre compte bancaire montrant un virement de 5 000 $ vers un nouveau compte courant à mon seul nom. Cela signifie que j'ai fini de faire semblant que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. Tu veux explorer tes options? Très bien. J'explore les miennes aussi. La couleur quitte son visage tandis qu'elle fixe le relevé bancaire. Tu ne peux pas prendre notre argent comme ça. La moitié de notre argent. La moitié qui appartient au mari ennuyeux et prévisible à qui tu mens depuis des mois. Nat, c'est fou. Les gens ont des mariages ouverts tout le temps. Cela ne doit pas signifier. Cela ne doit pas signifier quoi? Que tu me traites comme un idiot? Que tu te moques de moi avec ta petite bande? Que tu penses que je suis trop stupide pour comprendre ce que tu fais réellement? Elle ouvre la bouche pour nier, puis la referme. Nous savons tous les deux qu'il est inutile de mentir davantage. Le cercle ouvert, ce n'est pas seulement des liaisons, n'est-ce pas, Marissa? C'est de l'humiliation. C'est faire en sorte que vos maris se sentent petits et sans valeur pendant que vous explorez vos options avec des hommes plus jeunes, plus en forme, plus excitants. Ce n'est pas. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Aide-moi à comprendre pourquoi ma femme pense qu'il est acceptable de coucher avec un autre homme, puis de rentrer à la maison et de s'attendre à ce que je lui fasse du café. Le mot au coucher plane dans l'air entre nous comme une gifle. Je ne lui parle généralement pas comme ça, mais d'un autre côté, elle ne rentre pas non plus du lit d'autres hommes d'habitude. Je crois que je devrais rester chez ma sœur quelques jours, dit-elle doucement. Je crois que c'est une excellente idée. Ça nous donnera de l'espace pour réfléchir à ce que nous voulons de ce mariage. Elle monte à l'étage pour faire ses valises et je l'entends au téléphone avec quelqu'un, probablement Cal ou peut-être l'un de ses amis du cercle ouvert, leur racontant la réaction inattendue de son mari à sa nuit d'exploration. Pendant qu'elle fait ses valises, je fais mes propres plans. Ray me retrouve à la taverne de Murphy cet après-midi-là, se glissant sur la banquette en face de moi avec l'expression de quelqu'un sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai fait quelques recherches sur ce truc de cercle ouvert, dit-il sans préambule. C'est pire que je ne le pensais. À quel point pire? Ce n'est pas seulement un groupe d'épouses qui ont des liaisons. C'est organisé, Nat. Ils ont des règles, des frais d'adhésion, tout un système pour recruter de nouveaux couples et gérer les activités. Il sort son ordinateur portable et me montre un site web privé. La page d'accueil de l'Open Circle présente des photos professionnelles de couples séduisants lors d'événements haut de gamme, tout sourire et vêtus de vêtements coûteux. L'adhésion est de 500 $ par mois par couple, continuerait. Ils organisent des fêtes régulières, des ateliers sur l'exploration des relations, et un réseau social privé où les membres partagent leurs expériences et leurs conseils. Je fais défiler les témoignages de couples heureux qui ont découvert la joie du mariage ouvert grâce au conseil du cercle. Tout est très soigné, très professionnel, très prédateur. Il y a plus, dirait. J'ai trouvé des discussions sur des forums où des épouses parlaient des réactions de leurs maris. Ils ont des stratégies, Nat. Des moyens de manipuler les hommes pour qu'ils acceptent la situation, des méthodes pour briser leur résistance, comme l'introduction progressive du concept. Commençant par des discussions théoriques sur le mariage ouvert, puis suggérant que cela pourrait renforcer la relation, puis introduisant l'idée d'un sauf-conduit unique, faisant en sorte que le mari se sente progressiste et compréhensif au lieu de trahi et humilié. Chaque mot de Ray me frappe en plein ventre. Marissa n'a pas seulement décidé d'avoir une liaison. Elle a suivi un manuel conçu pour me manipuler afin que je l'accepte. Il partage aussi des techniques pour gérer les maris qui ne coopèrent pas, continuerait. Pression financière, isolement social, menace de divorce, et si tout le reste échoue, humiliation publique lors des fêtes. Humiliation publique. Certaines épouses amènent leur mari pour qu'ils regardent, non pas parce qu'elles veulent de la transparence, mais parce qu'elles veulent les briser complètement, les faire se sentir si insignifiants et inadéquats qu'ils accepteront n'importe quoi plutôt que de perdre leur femme. Je peine. Ce à Todd et Eric, des hommes brisés qui se noient dans l'alcool pendant que leurs femmes explorent de nouveaux horizons avec des hommes plus jeunes. Je pense à la suggestion de Marissa que je vienne à l'une des soirées, présentée comme une opportunité pour nous d'être plus honnêtes l'un envers l'autre. Je veux aller à la fête de demain soir, dis-je à Ray. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Ils te veulent briser et humilier, mendiant des miettes d'affection d'une femme qui te considère comme une commodité financière. Alors ils vont être déçus. Réétudie mon visage et je peux le voir reconnaître quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant.
Qu'est-ce que tu prépares, Nat? Je prévois de leur donner exactement ce qu'ils pensent vouloir. Une place au premier rang pour regarder mon mariage mourir. Et ensuite, ils vont apprendre que les maris ennuyeux et prévisibles peuvent être pleins de surprises. Ce soir-là, je me rends à la salle de sport de Cal. C'est l'un de ces centres de fitness boutique qui s'adressent aux gens qui ont plus d'argent que de bon sens. Tout en briques apparentes, éclairage industriel et équipements qui coûtent plus cher que la plupart des voitures. Cal est en pleine séance d'entraînement avec une jeune femme qui est clairement plus intéressée par ses abdos que par ses conseils d'exercice. Il me voit à travers les baies vitrées et dit quelque chose à sa cliente avant de sortir. « Tu dois être Nat, dit-il, en tendant la main comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvent pour prendre un verre. Je ne la serre pas, nous devons parler, dis-je. Écoute, mec. Je veux que tu saches que Marissa et moi n'essayons de blesser personne. Il s'agit juste de deux adultes explorant une connexion. Une connexion? Oui. Physique, émotionnelle, spirituelle. Le genre de connexion profonde qui ne peut être contrainte par les limites relationnelles traditionnelles. Je le regarde fixement pendant un long moment. Il est plus jeune que moi, plus beau, en bien meilleure forme. Le genre d'homme que les femmes remarquent et que les hommes envient. Mais c'est aussi le genre d'homme qui pense que coucher avec des femmes mariées est une expérience spirituelle. À combien de femmes mariées es-tu connecté spirituellement, Cal? Je ne pense pas que cela te regarde vraiment. Ma femme, c'est mon affaire, et je suis curieux de connaître l'homme qui couche avec elle, que je trouve ça bien ou non. Son air amical s'estompe un peu. Marissa a dit que tu étais d'accord avec cet arrangement. Marissa dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges. Écoute, si tu n'es pas à l'aise avec la situation, tu devrais peut-être parler à ta femme au lieu de me confronter. Je ne te confronte pas, Cal. Je m'éduque. Marissa me dit, tu es tout ce que je ne suis pas. Plus jeune, plus en forme, plus excitant. Je voulais voir avec quoi je rivalisais. Il se détend légèrement, pensant probablement que cela va se transformer en une de ces conversations où le mari plus âgé reconnaît ses insuffisances et s'efface gracieusement. Il a tort. Le fait est, je continue, que je ne pense pas que tu sois une compétition du tout. Je pense que tu es un prédateur qui cible les femmes mariées parce que les femmes célibataires sont trop intelligentes pour tomber dans tes conneries de connexion spirituelle. Son visage se durcit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. N'est-ce pas? À combien de femmes du cercle ouvert es-tu connecté spirituellement, Cal? Combien de maris as-tu aidé leurs femmes à humilier? Je pense que cette conversation est terminée. Il se tourne pour retourner dans la salle de sport, et je le suis. Sa cliente lève les yeux nerveusement alors que nous approchons, sentant la tension. En fait, je crois que nous ne faisons que commencer, dis-je assez fort pour que tout le monde dans la salle entende. Je pense que tout le monde ici devrait savoir que Cal White est spécialisé dans le fait de coucher avec des femmes mariées dont les maris paient les abonnements à la salle de sport. La salle de sport devient silencieuse. Le visage de Cal devient rouge de gêne et de colère. Tu dois partir maintenant. Ou quoi? Tu vas appeler la police? Leur dire qu'un mari est venu confronter l'homme qui couche avec sa femme. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je sors mon téléphone et commence à enregistrer. Pour que ce soit clair, Cal, je veux que tu saches que je ne suis pas un cocu pathétique qui va rester silencieux pendant que tu détruis mon mariage. Je suis le mari qui va s'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es. Éteins la caméra. Non. Tu vois, toi et ma femme pensez que je suis ennuyeux et prévisible. Vous pensez que j'accepterai n'importe quelle humiliation que vous me ferez subir parce que je suis trop faible pour me défendre. Vous êtes sur le point d'apprendre à quel point vous vous trompez. Je me tourne pour m'adresser à la salle. Mesdames et messieurs, voici Cal White, entraîneur personnel et briseur de ménage. Il couche actuellement avec ma femme dans le cadre de quelque chose appelé le cercle ouvert, où les femmes mariées explorent leurs options pendant que leur mari paie les factures. Cal se jette sur mon téléphone, mais je recule, enregistrant toujours, et voilà le vrai Cal White. Pas si spirituel que ça quand quelqu'un le dénonce en public, n'est-ce pas? La sécurité arrive, un type à l'air ennuyé d'une vingtaine d'années qui n'est clairement pas assez payé pour gérer des drames conjugaux. Monsieur, je vais devoir vous demander de partir, me dit-il. Pas de problème. J'ai eu ce que je voulais. J'arrête d'enregistrer et me dirige vers la porte, mais je me retourne pour un dernier commentaire. Oh, et Cal, demain soir à la fête, je regarderai et j'enregistrerai.
J'espère que tu es prêt pour ton gros plan. Le retour à la maison me semble la première chose honnête que j'ai faite depuis des mois. Je ne suis pas le même homme qui a conduit sa femme à l'appartement de son amant il y a 2 nuits. Cet homme-là essayait encore de sauver un mariage mort il y a des mois. Cet homme-ci prépare ses funérailles, et tous ceux qui ont contribué à l'anéantir y assisteront. Le samedi soir arrive avec ce genre d'air d'automne vif qui rend tout possible. Je suis assis dans ma voiture devant un manoir à Riverside Heights, regardant des couples bien habillés franchir la porte d'entrée comme s'ils assistaient à un gala de charité au lieu d'une convention de trahison organisée. Todd et Eric sont dans la voiture de Todd à 2 pâtés de maison, connectés à moi via un message de groupe que nous avons commencé cet après-midi. Ray est à la maison, surveillant la situation à distance et prêt à appeler à l'aide si les choses tournent mal. Le manoir appartient à une certaine Victoria Sterling. Selon les registres immobiliers que Ray a consultés, c'est une avocate spécialisée dans les divorces à enjeux financiers élevés, ce qui explique à la fois sa maison coûteuse et son intérêt à détruire les mariages pour le profit. Mon téléphone vibre avec un message de Marissa, depuis la fête. J'aimerais que tu sois là pour voir à quel point cet endroit est magnifique. Je réponds, j'arrive. Elle répond immédiatement, vraiment? Je pensais que tu voudrais peut-être voir de quoi il s'agit. Oui. À bientôt. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis déjà là. Que je l'ai regardée, elle et Cal, entrés main dans la main par la porte d'entrée comme s'ils étaient le couple heureux au lieu d'être les partenaires d'une liaison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Todd, Eric et moi avons passé l'après-midi à planifier notre approche des festivités de ce soir. Ce qu'elle est sur le point d'apprendre, c'est que les maris ennuyeux et prévisibles peuvent parfois avoir les réactions les plus surprenantes. J'envoie un SMS à Todd, j'entre. Puis sa réponse, tu es sûr de ça? Trop tard pour faire marche arrière maintenant? Je remonte l'allée circulaire comme si j'étais à ma place. Je passe le voiturier et le discret agent de sécurité qui me fait un signe de tête comme si j'étais juste un autre mari venu regarder son mariage mourir pour se divertir. La porte d'entrée s'ouvre sur un monde conçu pour faire paraître l'infidélité sophistiquée. Lustre en cristal, sol en marbre, musique classique jouant doucement en fond sonore. Des gens bien habillés, des verres de vin à la main, ayant des conversations qui semblent importantes et significatives. Tout est très civilisé, très adulte, très moderne. C'est aussi complètement obscène. Je repère Marissa immédiatement. Elle porte une robe noire que je n'ai jamais vue. Quelque chose de coûteux et de révélateur qu'elle n'a certainement pas acheté pour notre dîner d'anniversaire le mois dernier. Elle est debout à côté de Cal, qui s'est bien mis sur son 31 pour l'occasion, et il parle à un autre couple qui semble tout droit sorti d'une publicité pour voiture de luxe. Elle me voit approcher et son visage s'illumine de ce qui ressemble à un plaisir sincère. Nat, tu es venu. Elle m'embrasse la joue comme si nous étions à une fête normale au lieu d'un rassemblement conçu pour humilier les hommes mariés. Cal, tu te souviens de mon mari. Cal tend à nouveau la main, et je lui serre la main cette fois, juste assez fort pour lui faire comprendre que je n'ai pas oublié notre conversation à la salle de sport. Ravi que tu aies pu venir, dit-il avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Je ne le manquerai pour rien au monde. Marissa me présente l'autre couple. James et Patricia, je ne me souviens plus de leur nom de famille, tous 2 avocats, et tous 2 membres du « Cercle ouvert » depuis 3 ans. Ils affichent l'assurance décontractée de ceux qui ont réussi à normaliser la trahison. C'est votre première fois, demande Patricia avec un sourire qui me fait comprendre qu'elle sait exactement à quel point je dois être mal à l'aise. Première et dernière, je rétorque. C'est ce que tout le monde dit, rit James. Mais une fois que vous verrez à quel point ce style de vie peut être libérateur, comment il élimine toute la jalousie et la possessivité qui empoisonnent le mariage traditionnel, vous comprendrez pourquoi nous sommes tous ici. Je commence déjà à comprendre. Ce que je comprends, c'est que ces gens se sont persuadés que l'adultère organisé est, d'une manière ou d'une autre, plus honnête que l'adultère ordinaire. Ils ont créé toute une philosophie autour de la trahison pour se sentir mieux dans leur peau de personnes épouvantables. La clé, poursuit Patricia, c'est la communication. Pas de secret, pas de mensonge, juste une exploration honnête de la sexualité humaine au sein d'une communauté solidaire. Pas de secret, je répète, j'aime ça. Mon téléphone vibre, un SMS de Todd. En position, Eric couvre l'arrière. Je m'excuse pour aller chercher un verre, profitant de l'occasion pour repérer la configuration de la maison. Elle est plus grande qu'elle n'y paraissait de l'extérieur, avec plusieurs ailes et niveaux.
Beaucoup de chambres privées où les couples peuvent explorer leur sexualité honnête à l'abri des regards indiscrets. La cuisine est gérée par des traiteurs professionnels, clairement habitués à ce genre d'événements. Ils se déplacent efficacement et discrètement, s'assurant que les invités ont tout ce dont ils ont besoin sans reconnaître ce qui se passe réellement ici. Je trouve Todd près du bar, l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Emma est là avec son professeur de yoga, dit-il doucement. 23 ans, il se dit guide spirituel. J'ai aidé à payer sa certification. Où est Eric? Il a repéré Lisa qui montait à l'étage avec un type rencontré sur une appli de rencontre. Il essaie de décider s'il doit les suivre ou s'immoler par le feu. Ni l'un ni l'autre. Nous nous en tenons au plan. Le plan est simple, tout documenter, recueillir des preuves, et s'assurer que le monde sache exactement ce qu'est vraiment le cercle ouvert. Pas de violence, pas de confrontation, juste la révélation. Je sors mon téléphone et lance l'application d'enregistrement qu'aurait à installer, celle qui télécharge tout sur un serveur cloud sécurisé en temps réel. Quoi qu'il arrive ce soir, il y aura une trace permanente. Mesdames et messieurs, annonce une voix de femme via le système de sonorisation. Bienvenue à la rencontre du cercle ouvert de ce soir. Pour nos nouveaux participants, cette soirée est placée sous le signe de l'exploration, de la communication et de la célébration de la connexion humaine sous toutes ses formes. La voix appartient à Victoria Sterling, notre hôtesse, une femme d'une cinquantaine d'années qui semble n'avoir jamais eu une émotion sincère de sa vie. Elle se tient en haut du grand escalier, s'adressant à la foule comme une reine à ses sujets. Comme toujours, notre devise est « pas de jugement, pas de limite, pas de regret ». Ce soir, nous vous invitons à explorer non seulement vos désirs, mais aussi vos limites, afin de découvrir de quoi vous êtes réellement capable lorsque vous vous libérez des contraintes de la moralité traditionnelle. La foule applaudit poliment. J'enregistre chaque mot. Pour nos maris qui se joignent à nous ce soir, c'est l'occasion de voir vos femmes telles qu'elles sont vraiment, non pas comme vos possessions, mais comme des êtres sexuels indépendants avec leurs propres besoins et désirs. Certains d'entre vous pourraient trouver cela difficile. C'est naturel. La croissance est toujours inconfortable. Plus d'applaudissements. Je vois Marissa chercher du regard, se demandant sans doute ce que je pense du discours de Victoria. Mais rappelez-vous, messieurs, il s'agit d'amour. Le véritable amour signifie vouloir que votre partenaire soit épanoui, même si cet épanouissement vient de quelqu'un d'autre. Le véritable amour signifie placer leur bonheur au-dessus de votre propre ego. J'en ai assez entendu. Je me ferai un chemin à travers la foule vers l'escalier, mon téléphone toujours en train d'enregistrer. Excusez-moi, je lance d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. Victoria me regarde avec une légère irritation. Oui, j'ai une question à propos du véritable amour. Bien sûr. Veuillez la partager avec le groupe. Si le véritable amour signifie placer le bonheur de votre partenaire au-dessus de votre propre ego, pourquoi tout ce dispositif semble-t-il conçu pour humilier les maris pour le divertissement de leurs femmes? La pièce devient silencieuse. Le sourire de Victoria se tend. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Je veux dire que ce n'est pas une question d'amour, de communication ou d'exploration honnête. C'est une question de pouvoir. Il s'agit de faire en sorte que les hommes se sentent insignifiants pendant que leurs femmes couchent avec d'autres pour le plaisir. Des halètements s'élèvent de la foule. Marissa apparaît à mon coude, le visage pâle d'embarras. Nat, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Dire la vérité? N'est-ce pas censé être une question d'honnêteté? Victoria tente de reprendre le contrôle de la situation. Monsieur, si vous n'êtes pas à l'aise avec les valeurs de notre communauté, ce n'est peut-être pas l'environnement qui vous convient. Oh, je suis très à l'aise avec vos valeurs. Je pense que tout le monde devrait savoir exactement ce qu'elles sont. Je me tourne pour m'adresser à la foule, mon téléphone capturant chaque visage, chaque réaction. Mesdames et messieurs, bienvenue au cercle ouvert, où les femmes mariées viennent humilier leur mari tout en prétendant que c'est une question de développement personnel. Où des avocats spécialistes du divorce, comme notre hôtesse, Victoria Sterling, recrutent de nouveaux clients en détruisant les mariages de l'intérieur. Sécurité! Crie Victoria. Mais je n'ai pas fini. Où des entraîneurs personnels comme Cal White ciblent les femmes mariées parce que les femmes célibataires sont trop intelligentes pour leurs conneries. Où des épouses comme la mienne mentent à leur mari pendant des mois, suivant un manuel conçu pour nous manipuler afin que nous acceptions notre propre humiliation. Le garde de sécurité de l'entrée apparaît,
mais il semble incertain de ce qu'il doit faire. Ce n'est pas vraiment une situation couverte par le manuel de l'employé. Et où les maris comme moi sont censés sourire et prétendre que nous sommes d'accord d'être traités comme des commodités financières pendant que nos femmes explorent leurs options avec des hommes plus jeunes, plus en forme et plus excitants. Je vois des gens sortir leur propre téléphone maintenant, certains enregistrant, d'autres envoyant probablement des SMS à des amis à propos du drame qui se déroule à la fête de Victoria Sterling. Mais voilà le truc avec les maris ennuyeux et prévisibles, je poursuis. Parfois, nous vous surprenons. Je sors une épaisse enveloppe Kraft et commence à lancer des papiers en l'air comme des confettis. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, titre de propriété, police d'assurance. Marissa, chérie, tu te souviens comment tu voulais que je sois plus spontanée? Surprise. J'ai documenté chaque dollar que tu as dépensé pour ce style de vie. Chaque chambre d'hôtel, chaque dîner avec Cal, chaque cotisation à cette pathétique excuse de club social. Les papiers voltigent autour de la foule comme de la neige. Les gens se bousculent pour les ramasser, lisant les preuves d'infidélité financière à côté de l'infidélité sexuelle. Et voici une autre surprise. J'ai tout enregistré ce soir. Chaque visage, chaque nom, chaque aveu d'adultère, et tout est téléchargé sur un serveur très public où chacun peut voir exactement ce qu'est réellement le « cercle ouvert ». Victoria hurle après la sécurité maintenant, mais il est trop tard. Le mal est fait, la vérité est révélée, et il n'y a aucun moyen de remettre ce génie-là dans la bouteille. Marissa me saisit le bras. Tu es en train de tout détruire. Non, chérie. C'est toi qui as tout détruit. Je m'assure juste que tout le monde le sache. Je me dirige vers la porte. Toujours en train d'enregistrer, toujours en train de parler. Oh, et une dernière chose. Cal, mon ami, tu te souviens comment tu disais que c'était une question de connexion spirituelle? J'ai publié notre conversation de la salle de sport sur les réseaux sociaux cet après-midi, ainsi que les noms et les photos de chaque femme mariée avec qui tu as eu une connexion spirituelle. Il s'avère que leur mari n'était pas aussi compréhensif que tu le pensais. La foule s'écarte à mon passage. Certaines personnes ont l'air choquées, d'autres coupables, quelques-unes semblent reconsidérer leur choix de vie. Profitez bien du reste de votre soirée, tout le monde. Et souvenez-vous, pas de jugement, pas de limite, pas de regret. Je sors dans l'air frais de la nuit, me sentant plus léger que je ne l'ai été depuis des mois. Derrière moi, j'entends des cris, des disputes, le son d'un mensonge soigneusement construit qui s'effondre. Mon téléphone vibre avec des SMS de Todd et Eric. Putain, mec. C'était incroyable. Mais je n'ai pas encore fini. Ce n'était que le prélude. Le vrai spectacle commence demain, quand tout le monde se réveillera pour découvrir ses secrets éparpillés sur Internet comme des feuilles dans un ouragan. Le dimanche matin arrive avec le genre de gueule de bois qui résulte de la destruction de toute votre vie en une soirée. Sauf que je n'ai rien bu de plus fort que de l'eau gazeuse. La gueule de bois est purement émotionnelle, les séquelles d'avoir enfin dit la vérité après des mois à avaler des mensonges. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer depuis 6 heures du matin. Appel manqué de Marissa. Message de numéro que je ne reconnais pas, email de personnes dont je me souviens des noms sur la liste des invités de la nuit dernière. La vidéo que j'ai mise en ligne se propage plus vite que prévu. Partagée et repartagée sur les plateformes de réseaux sociaux par des gens qui semblent aimer regarder les mariages exploser en temps réel. Je suis assis dans ma cuisine, buvant un café qui a le goût de la victoire, lorsque la clé de Marissa tourne dans la porte d'entrée. Elle a l'air de n'avoir pas dormi. Sa robe chère est froissée, son maquillage est estompé, son image soigneusement construite est aussi échevelée que son mariage. Nous devons parler, dit-elle en laissant tomber son sac sur le comptoir comme si elle habitait encore ici. Je t'écoute. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens parce que tu es en colère. Je n'ai rien détruit, Marissa. J'ai exposé ce qui était déjà détruit. Elle s'assied en face de moi et je la vois chercher la bonne combinaison de mots qui me ferait retirer tout ce que j'ai dit hier soir. La vidéo, Nat, tu dois la retirer. Pourquoi ferais-je ça? Parce que ça ruine des gens innocents. Patricia et James, ils divorcent à cause de ce que tu as fait. Victoria pourrait perdre sa licence d'avocat. La salle de sport de Cal est boycottée. Je sirote mon café et réfléchis à ces informations. Et ce sont de vraies personnes avec de vraies vies, pas seulement des personnages de ta fantaisie de vengeance. De vraies personnes qui ont passé des mois à manipuler et à humilier leurs conjoints pour leur divertissement.
De vraies personnes qui ont construit un modèle commercial autour de la destruction des mariages. De vraies personnes qui pensaient pouvoir traiter leurs maris comme des idiots sans conséquence. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Marissa, aide-moi à comprendre comment coucher avec ton entraîneur personnel pendant que je payais ton abonnement à la salle de sport était en fait une belle expression de la sexualité humaine. Elle commence à pleurer, mais ce sont des larmes de colère, pas de remords. Elle n'est pas désolée de ce qu'elle a fait. Elle est désolée d'avoir été prise. Tu es cruel. Je suis honnête. Enfin, après des mois à faire semblant de ne pas savoir ce que tu faisais, à faire semblant de croire à tes mensonges, à faire semblant que notre mariage signifiait quelque chose pour toi. Mais il signifiait quelque chose. Il signifie tout. Non, ce n'est pas le cas. Il signifie la sécurité financière et la respectabilité sociale pendant que tu explores tes options avec des hommes plus jeunes. Il signifie avoir un mari fiable à la maison pendant que tu joues à la femme célibataire lors de tes réunions de club. Je sors mon ordinateur portable et lui montre la vidéo d'hier soir. Elle a déjà plus de 50 000 vues, avec des commentaires allant du soutien au déchaînement. La vie privée soigneusement préservée du « cercle ouvert » a été complètement brisée. Regarde ce commentaire, dis-je en désignant l'écran. Ma femme était dans un groupe comme ça. Dieu merci, quelqu'un a enfin révélé ce que sont réellement ces clubs. Et celui-ci, chaque mari devrait voir cette vidéo. C'est à ça que ressemble le féminisme moderne quand personne ne regarde. Tu apprécies ça. J'apprécie la vérité. Pour la première fois depuis des mois, tout le monde sait exactement ce qui se passait dans notre mariage. Qu'est-ce que tu veux de moi, Nat? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu arrêtes ça? Je veux que tu partes. Fais tes valises. Va vivre avec Cal ou Victoria, ou qui que ce soit qui voudra bien de toi, et lance la procédure de divorce. Je veux que notre mariage soit aussi mort légalement qu'il l'est émotionnellement. Je ne pars pas. C'est aussi ma maison. En fait, non. Je fais glisser un document juridique sur la table. Acte de renonciation. Tu m'as cédé tes droits sur la maison il y a 6 mois quand nous avons refinancé. Tu te souviens? Tu as dit que ce serait plus simple pour les impôts si tout était à mon nom. Son visage devient blanc en lisant le document. Tu as planifié ça? J'ai planifié l'éventualité que ma femme soit exactement la personne qu'elle s'est avérée être. Il s'avère que les maris ennuyeux et prévisibles pensent parfois à l'avance. Tu ne peux pas juste me jeter de ma propre maison. Ce n'est plus ta maison. C'est la mienne. Tout comme les comptes bancaires auxquels tu n'as plus accès, les cartes de crédit que j'ai annulées, et la voiture qui est enregistrée uniquement à mon nom. Elle me fixe comme si elle me voyait pour la première fois. Qui êtes-vous? Je suis le mari que tu as créé quand tu as décidé de traiter notre mariage comme un jeu. Je suis l'homme que tu m'as transformé quand tu as choisi l'humiliation plutôt que l'honnêteté, la manipulation plutôt que la communication. Ce n'est pas toi, Nat. Tu n'es pas vindicatif. Tu n'es pas cruel. Tu as raison. L'ancien N. Athée n'était ni vindicatif ni cruel. L'ancien Nat était un paillasson qui laissait sa femme marcher sur lui pendant qu'elle couchait avec d'autres hommes. Mais l'ancien Nat est mort hier soir à la fête de Victoria Sterling. Je me lève et me dirige vers la porte d'entrée, l'ouvrant en grand. Tu as 1 heure pour faire tes valises et prendre ce que tu peux emporter. Après ça, je change les serrures. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je le ferai. Tu voulais explorer tes options, Marissa. Eh bien, voici tes options, l'appartement de Cal, la chambre d'amis de Victoria, ou une chambre d'hôtel que tu paies avec l'argent que tu gagnes toi-même. Elle ne bouge pas, et mes affaires? Mes vêtements, mes bijoux, mes meubles? Qu'en est-il? Ils sont à moi. Prouve-le. Montre-moi des reçus pour des achats faits avec astérisque ton astérisque argent, pas avec notre compte joint que j'ai alimenté pendant 8 ans. La vérité la frappe comme un coup physique. Elle a vécu de mes revenus tout en explorant son indépendance, utilisant mon argent pour payer ses aventures, dépendant de mon soutien financier tout en me traitant comme un inconvénient. J'ai des droits. Tu as le droit de déposer une demande de divorce et d'espérer qu'un juge soit plus compatissant que moi. Tu as le droit d'engager un avocat avec de l'argent. Tu n'as pas à te battre pour des biens dont tu ne peux pas prouver la propriété. Tu as le droit d'expliquer à un tribunal pourquoi ton mari devrait payer une pension alimentaire pour soutenir le style de vie que tu as utilisé pour le tromper. Mon téléphone vibre avec un SMS de riz.
Les nouvelles locales veulent t'interviewer. Chaîne 7 à midi. Je montre le message à Marissa. On dirait que notre histoire attire l'attention des médias. J'espère que tu es prête à être célèbre. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, et je le ferai. Il ne s'agit plus seulement de nous, Marissa. Il s'agit de chaque mari qui a été manipulé pour accepter sa propre humiliation. Il s'agit de dénoncer le cercle ouvert et tous ceux qui profitent de la destruction des mariages. Elle comprend enfin que je ne suis plus l'homme qui l'a conduite à l'appartement de Cal il y a 3 nuits. Cet homme voulait sauver son mariage. Cet homme veut le détruire si complètement que rien n'en subsiste. 1 heure, je répète. Ensuite, les serrures seront changées. Elle monte faire ses bagages et je l'entends au téléphone, probablement en train d'appeler Cal ou l'un de ses amis du cercle ouvert, cherchant un endroit où atterrir maintenant que son filet de sécurité a été retiré. Pendant qu'elle fait ses valises, je planifie ma prochaine étape. L'interview aux informations locales n'est que le début. Ray reçoit des appels d'avocats spécialisés dans le divorce qui veulent utiliser ma vidéo comme preuve dans leurs propres affaires, de groupes de défense des droits des hommes qui veulent que je prenne la parole à leurs événements, de journalistes qui veulent écrire des articles sur le phénomène du cercle ouvert. Je vais dire oui à tous. 57 minutes plus tard, Marissa descend avec 2 valises et l'expression de quelqu'un dont le monde s'est effondré du jour au lendemain. Ce n'est pas fini, dit-elle. Oui, ça l'est. Notre mariage est fini. Ton petit club est fini et ta vie facile est finie. Ce qui se passera ensuite dépend entièrement de toi. Je vais me battre. J'engagerai un avocat. Je contesterai le divorce. Je m'assurerai que tu paies pour ce que tu as fait. Avec quel argent? Ton salaire de coach personnel, tes économies inexistantes, ton crédit ruiné. Elle ouvre la bouche pour répondre, puis la referme. Nous savons tous les deux qu'elle n'a aucun moyen de pression, aucune ressource, aucune option à part celle que je lui offre. Au revoir, Marissa. J'espère que les abdos de Cal valent ce qu'ils t'ont coûté. Elle passe la porte et je la referme derrière elle, actionnant le verrou avec un clic satisfaisant. Par la fenêtre, je la regarde charger ses valises dans sa voiture. La voiture qui est immatriculée à mon nom et que je déclarerai volée si elle ne la ramène pas demain. Mon téléphone sonne. C'est Channel 7 News. Monsieur Lawson, ici Jennifer Walsh de Channel 7. Nous aimerions organiser une interview concernant votre expérience avec le cercle ouvert. Cet après-midi vous conviendrait-il? Cet après-midi serait parfait, parce que je n'ai pas encore fini. Loin de là. La vraie vengeance n'est pas de détruire la vie de Marissa. C'est de s'assurer qu'aucun autre mari n'ait à traverser ce que j'ai traversé. C'est de transformer mon humiliation en avertissement, ma douleur en protection pour d'autres hommes. Le cercle ouvert pensait avoir affaire à un simple mari ennuyeux et prévisible. Ils se sont également trompés là-dessus. 3 mois plus tard, je suis assis dans un studio de télévision à Chicago, attendant de passer dans une émission de débat national appelée America's Morning. La productrice, une jeune femme nommée Sarah, qui semble avoir obtenu son diplôme universitaire la semaine dernière, explique comment le segment va fonctionner. Nous commencerons par un extrait de votre vidéo originale, puis nous vous ferons venir pour l'interview. L'animatrice vous interrogera sur votre expérience avec le cercle ouvert, ce que vous avez appris depuis que l'histoire est devenue virale, et quels conseils vous avez pour les autres hommes dans des situations similaires. L'histoire est devenue virale au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. La vidéo de la fête de Victoria Sterling a été visionnée plus de 2 millions de fois. J'ai été interviewé par des journaux, des magazines, des podcasts et des émissions de télévision. Le cercle ouvert a été exposé dans des villes à travers le pays, des groupes similaires ayant fermé leurs portes plutôt que d'affronter le genre d'examen minutieux que j'ai suscité. Victoria Sterling a perdu son permis d'exercer le droit, mais pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait. L'Ordre des avocats de l'État a enquêté sur ses pratiques commerciales et a découvert qu'elle avait utilisé le cercle ouvert pour recruter des clients pour son cabinet de divorce, créant des conflits d'intérêts qui violaient les règles d'éthique professionnelle. La salle de sport de Cal White a fait faillite, mais il a apparemment trouvé de nouvelles opportunités de carrière en tant que récit édifiant sur les dangers de coucher avec des femmes mariées. Son histoire a été présentée dans plusieurs articles sur la culture prédatrice de l'industrie du fitness masculin. Marissa a essayé de contester le divorce, engageant un avocat avec de l'argent emprunté à sa sœur. L'avocat a jeté un œil aux preuves que j'avais compilées et lui a conseillé d'accepter mon offre de règlement, qui était généreuse étant donné qu'elle n'avait rien apporté à notre mariage, sauf la trahison et l'humiliation.
Elle vit dans un studio à l'autre bout de la ville, travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et fréquente un homme qu'elle a rencontré sur une application de rencontre et qui ne sait rien de ses 15 minutes d'infamie sur Internet. Todd Peterson et Eric Kowalski ont tous deux demandé le divorce après avoir vu ce que j'avais accompli. Ils vont mieux maintenant, ayant appris que le respect de soi est plus précieux que d'éviter les conflits. Nous nous retrouvons pour prendre un verre occasionnellement. 3 hommes qui ont découvert que se défendre était moins douloureux qu'abandonner. Monsieur Lawson, Sarah, la productrice, est de retour. Nous sommes prêts pour vous. Les lumières du studio sont plus brillantes que je ne l'avais imaginé. Et l'animatrice, une femme nommée Amanda Chen, qui a bâti sa carrière sur l'empathie et la compréhension, me salue avec le genre de sourire qui dit qu'elle est sincèrement intéressée par ce que j'ai à dire. Nous sommes ici avec Nat Lawson, commence-t-elle, dont la vidéo exposant quelque chose appelé le cercle ouvert a déclenché une conversation nationale sur le mariage moderne, l'infidélité et la manière dont les couples gèrent les défis relationnels. Nat, merci d'être ici. Merci de m'avoir invité. Commençons par le début. Pouvez-vous nous dire ce qu'était le cercle ouvert et comment votre femme s'y est impliquée? Je raconte l'histoire que j'ai racontée des dizaines de fois maintenant, mais elle me semble toujours aussi fraîche, elle porte toujours le poids d'une émotion authentique. Le public écoute avec le genre d'attention qui vient de la reconnaissance de ses propres peurs et insécurités dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lorsque vous avez découvert ce qui se passait réellement, pourquoi avez-vous choisi de l'exposer publiquement plutôt que de le gérer en privé? Parce que ce n'était pas vraiment privé. Le cercle ouvert était une entreprise qui profitait de la destruction des mariages. Ils avaient un système, une méthodologie pour manipuler les maris afin qu'ils acceptent leur propre humiliation. Il ne s'agissait pas de l'infidélité de ma femme. Il s'agissait d'un effort organisé pour normaliser la trahison et faire en sorte que les hommes se sentent coupables d'y objecter. Certains critiques ont dit que votre réaction était disproportionnée, que vous avez détruit la vie des gens pour ce qui était essentiellement un problème conjugal. Ces critiques ne comprennent pas ce qu'était réellement le cercle ouvert. Ce n'était pas un groupe de soutien pour les couples explorant des styles de relations alternatifs. C'était une organisation prédatrice qui ciblait les mariages vulnérables et les exploitait à des fins lucratives. Les personnes dont la vie a été détruite détruisaient d'abord la vie d'autres personnes. Que diriez-vous aux hommes qui regardent ceci et reconnaissent leur propre situation? C'est la question que j'attendais. La raison pour laquelle je continue à faire ces interviews, malgré le coût personnel. Je dirais que vous n'avez pas à accepter d'être traité avec irrespect dans votre propre mariage. Vous n'avez pas à sourire et à prétendre que vous êtes d'accord avec l'humiliation. Vous n'avez pas à choisir entre votre dignité et votre relation, car une relation qui exige que vous abandonniez votre dignité ne vaut pas la peine d'être vécue. Et aux femmes qui pourraient être impliquées dans des situations similaires, je dirais que la véritable intimité exige l'honnêteté et le véritable amour exige le respect. Si vous ne pouvez pas être honnête avec votre mari sur ce que vous voulez, et si vous ne pouvez pas le respecter suffisamment pour mettre fin à votre mariage avant de commencer une nouvelle relation, alors vous n'explorez pas votre sexualité. Vous êtes juste cruel. Après l'interview, je retourne à mon hôtel à travers la circulation du centre-ville de Chicago, pensant à quel point ma vie est différente maintenant par rapport à il y a 6 mois. Je ne suis plus le même homme qui a découvert cette note dans le sac de sa femme. L'homme qui l'a conduite à l'appartement de son amant, pensant qu'il était compréhensif. Cet homme avait peur des conflits, peur d'être seul, peur de recommencer. À 43 ans, cet homme a appris qu'être seul est mieux que d'être avec quelqu'un qui ne vous valorise pas, que recommencer est mieux que de rester bloqué. Que le conflit est parfois nécessaire pour le respect de soi. Mon téléphone sonne. C'est Ray qui appelle du bureau où nous travaillons toujours tous les deux, bien que j'ai pris beaucoup de temps libre pour des interviews et des conférences. Comment ça s'est passé? Demande-t-il. Bien. L'animatrice a été juste. Le public était engagé et je pense que le message est passé. Tu sais qu'il y aura un contre-coup, n'est-ce pas? Il y en a toujours quand ces choses deviennent nationales. Je suis prêt pour ça. Vraiment? Cela va faire sortir tous les militants des droits des hommes et les croisés antiféministes du pays. Ils vont essayer de faire de toi un symbole pour des choses auxquelles tu ne crois pas nécessairement. Ray a raison. Et je réfléchis à ce problème depuis des semaines. Mon histoire a attiré l'attention de groupes dont je ne partage pas les idées politiques, de personnes qui veulent utiliser mon expérience pour promouvoir des programmes que je ne soutiens pas. Je ne peux contrôler que ce que je dis et ce que je fais, lui dis-je. Je ne peux pas contrôler la façon dont les autres l'interprètent. Fais juste attention, mec.
La célébrité est une chose étrange, et elle change les gens de manières inattendues. Ce soir-là, je dîne seul dans le restaurant de mon hôtel lorsqu'une femme s'approche de ma table. Elle a la quarantaine, et bien habillée, avec le genre d'assurance qui suggère le succès professionnel. « Excusez-moi, vous êtes Nat Lawson ?» Je hoche la tête, m'attendant à une autre demande d'interview ou à quelqu'un voulant partager sa propre histoire de trahison conjugale. « Je m'appelle Linda Morrison. Je voulais vous remercier pour... » Quoi? Mon mari était impliqué dans un groupe similaire au Cercle Ouvert à Denver. Après la sortie de votre histoire, d'autres femmes ont commencé à témoigner et tout a volé en éclats. Il est en thérapie maintenant. Nous travaillons sur notre mariage et pour la première fois en 2 ans, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vie. Elle s'assied sans y être invitée et je vois des larmes dans ses yeux. Je pensais devenir folle, poursuit-elle. Il n'arrêtait pas de me dire que j'étais paranoïaque et jalouse, que je devais être plus compréhensive de ses besoins. Les autres épouses du groupe me faisaient sentir que j'étais le problème, que je le retenais dans son épanouissement personnel. Comment vont les choses maintenant? Mieux. Pas parfait, mais mieux. Il a finalement admis ce qu'il faisait. Et plus important encore, il a admis que c'était mal. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Les histoires comme celle de Linda sont la raison pour laquelle je continue à faire des interviews, pourquoi je continue à raconter mon histoire malgré le coût personnel. Pour chaque Marissa qui refuse de prendre la responsabilité de ses actes, il y a quelqu'un comme le mari de Linda qui reconnaît les dégâts qu'il a causés et veut faire amende honorable. Qu'est-ce qui vous attend ensuite? Demande Linda. J'écris un livre sur cette expérience, sur ce que j'ai appris, sur la façon de reconnaître les signes avant-coureurs de ce genre de relations manipulatrices. Parlerez-vous du pardon? La question me prend au dépourvu. Que voulez-vous dire? Je veux dire, pardonnez-vous à votre ex-femme? Pensez-vous que le pardon est important pour aller de l'avant? J'y réfléchis un long moment. C'est une question que j'ai évitée, même dans mes propres pensées. Je pense que le pardon consiste à lâcher la colère pour qu'elle n'empoisonne pas votre avenir, dis-je finalement, mais je pense aussi que le pardon ne exige pas que vous fassiez comme si ce qui s'était passé était acceptable ou que vous mainteniez une relation avec quelqu'un qui vous a blessé. Donc, vous lui avez pardonné. J'ai laissé tomber la colère, mais je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait et je n'ai pas prétendu que c'était acceptable. Il y a une différence. Linda hoche la tête comme si cela avait du sens pour elle. Mon mari veut que je pardonne et que j'oublie comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais je ne peux pas oublier et je ne pense pas devoir le faire. Vous ne devriez pas oublier signifierait ne pas apprendre de l'expérience, ne pas vous protéger pour que cela ne se reproduise plus. Nous parlons pendant une autre heure de mariage, de trahison, de rétablissement et des étranges façons dont l'humiliation publique peut parfois mener à l'épanouissement personnel. Quand elle part enfin, je me sens mieux par rapport au chemin que j'ai choisi, plus confiant que la douleur que j'ai vécue et partagée a servi un but au-delà de ma propre vengeance. De retour dans ma chambre, j'ouvre mon ordinateur portable et continue de travailler sur le livre qui racontera l'histoire complète de la destruction de mon mariage et de ma propre résurrection. Le titre est « La nuit où nous avons brûlé le club, un guide pour les maris qui refusent d'abandonner ». Ce n'est pas un livre sur la vengeance, même si la vengeance y joue un rôle. C'est un livre sur le respect de soi, sur la reconnaissance de la manipulation, sur la différence entre le compromis et la capitulation dans le mariage. C'est sur le moment où un homme décide qu'il préfère être seul plutôt que d'être traité avec irrespect, et ce qui se passe ensuite. Le dernier chapitre porte sur l'avenir, sur la construction d'une vie basée sur l'honnêteté plutôt que sur la commodité, sur la recherche de quelqu'un qui vous valorise pour qui vous êtes plutôt que pour ce que vous apportez. Je n'ai pas encore trouvé cette personne, mais je ne la cherche pas très activement. J'apprends encore à être l'homme que je suis devenu lorsque j'ai cessé d'être l'homme que tout le monde attendait de moi. Mon téléphone vibre avec un message d'un numéro inconnu. Je t'ai vu à la télé aujourd'hui. Tu as détruit mon mariage et j'espère que tu es heureux. Je le supprime sans répondre. Il y aura toujours des gens qui me blâmeront d'avoir révélé ce qu'ils faisaient plutôt que d'assumer la responsabilité de l'avoir fait. Leur colère est la preuve que j'ai fait le bon choix. Un autre message. Celui-ci de Todd. Super interview aujourd'hui. Emma a signé les papiers du divorce. Je suis libre. Et un autre d'Eric. Je recommence à sortir. Il s'avère qu'il y a des femmes qui apprécient vraiment les hommes honnêtes. Qui l'eût cru? Je ferme l'ordinateur portable et regarde par la fenêtre la ligne d'horizon de Chicago,
pensant à tout le chemin que j'ai parcouru depuis l'homme qui était assis dans sa cuisine il y a 6 mois, buvant un café au goût de trahison et prétendant ne pas savoir ce que sa femme faisait vraiment. Cet homme pensait qu'il devait choisir entre sa dignité et son mariage. Cet homme a appris que certains choix s'imposent d'eux-mêmes et que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour toutes les personnes impliquées est d'arrêter de prétendre qu'un comportement inacceptable est acceptable. Le cercle ouvert est parti. Le permis d'exercer de Victoria Sterling est parti. La salle de sport de Cal White est partie. La vie confortable de Marissa, construite sur les mensonges et la manipulation, est partie. Et je suis toujours là, marqué, mais pas brisé. Plus âgé mais plus sage, seul, mais pas solitaire. Demain, je rentre chez moi pour continuer à écrire le livre qui aidera d'autres hommes à éviter les erreurs que j'ai faites et à reconnaître les signes avant-coureurs que j'ai manqués. Le mois prochain, je prendrai la parole lors d'une conférence pour des avocats spécialisés dans le divorce qui veulent comprendre comment des groupes comme le Cercle Ouvert fonctionnent. Mais ce soir, je suis juste un homme qui a riposté contre des gens qui pensaient qu'il était trop faible pour se battre, qui a exposé un mensonge qui détruisait des mariages à travers le pays, qui a choisi sa propre dignité plutôt que le confort des autres. Le club est brûlé. La reine est tombée. Le jeu est terminé et pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux.